Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Que retenir de la visite d'Emmanuel Macron et de Pape Ndiaye à Marseille? On débriefe ensemble ce premier déplacement du ministre de l'Éducation avec le président dans quelques instants avec nos invités. C'est un sujet malheureusement encore tabou. En deuxième partie d'émission, on parlera des règles. La présidente de l'association Règles élémentaires sera avec nous. Enfin, dans sa chronique, Mickaël Dorian nous parlera du succès du film Top Gun 2, si je puis dire, qui suscite des vocations chez les jeunes. Mickaël Dorian qu'on retrouve tout de suite pour l'actu en bref. Mickaël, ce jeudi, Emmanuel Macron et Pape Ndiaye étaient à Marseille. Ils ont visité une des 59 écoles du futur. Emmanuel Macron en VRP de l'éducation aux côtés de son nouveau ministre pour promouvoir son école du futur, un modèle testé dans 59 établissements de Marseille qu'il souhaite généraliser dans les prochains mois. Avoir des enfants qui soient plus heureux à l'école, qui apprennent mieux, avoir des enseignants qui soient mieux reconnus, qui soient plus libres, qui soient mieux rémunérés, et dont on reconnaisse aussi des missions nouvelles, avoir des chefs d'établissement qui sont plus libres de proposer, d'innover, ça a été très bien dit ici, et avoir une éducation nationale qui tienne pleinement sa promesse. C'est notre force, notre histoire, et c'est ça qu'on veut réinventer. Ce sera l'objet donc de la question du jour tout à l'heure avec nos invités ici en plateau. C'était le mois dernier, la vidéo de 8 étudiants d'Agro Paris Tech avait rapidement fait le tour des réseaux sociaux. 8 étudiants qui, lors de leur remise de diplôme, avaient appelé à déserter les jobs destructeurs pour la planète. Eh bien, figurez-vous qu'ils ne sont pas seuls. Face à l'urgence climatique, de plus en plus d'étudiants de grandes écoles décident de boycotter certaines entreprises. On les appelle des bifurqueurs. En interview sur France Info, Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, a expliqué que face à ce mouvement qui prend de l'ampleur, les entreprises doivent se montrer vertueuses si elles veulent attirer des étudiants. Écoutez. Toute la nouvelle génération, notamment post-Covid, encore plus qu'avant, elle est assez exigeante sur ces questions-là. Et on s'en rend compte parce que c'est ce qui nous pose comme question quand on veut les recruter. C'est ce qui nous pose comme question une fois qu'ils sont recrutés, parce qu'ils continuent à être très vigilants sur le sujet. Et donc on sait que ça fait partie des éléments d'attractivité de ce qu'on appelle la marque employeur. Alors que les épreuves anticipées du bac de français tombent le 16 juin, RTL et le site DigiSchool dévoilent leurs pronostics. Alors pas question bien sûr de faire l'impasse sur certains chapitres, mais ces pronostics peuvent aider à orienter les révisions de dernière minute. Les sujets les plus probables donc pour les élèves de première générale et validés par une professeure de français certifiée sont la littérature d'idées et le théâtre. Sont également susceptibles de tomber le roman et la poésie. Ouais, tout quoi en fait. Ils sont forts chez DigiSchool. Près de Lyon, une méthode pour lutter contre le harcèlement divise. À l'école des Tilleuls, dans la commune de Charly, les élèves harceleurs ne se mélangent plus avec les autres élèves pendant la récréation. Ils sont désormais mis à l'écart dans une zone délimitée de la cour. Si les autres élèves ont le droit d'interagir avec eux, eux en revanche ne sont pas autorisés à franchir la délimitation. Une manière de protéger les élèves victimes de harcèlement qui a surpris certains parents dont la plupart ont appris l'existence de cette sanction en lisant la presse locale. Merci Mickaël, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Que retenir de la visite d'Emmanuel Macron et de Pape Ndiaye à Marseille? On en parle tout de suite dans la question du jour. Emmanuel Macron et Pape Ndiaye se sont donc rendus aujourd'hui dans une école marseillaise, une des 59 écoles qui font partie de l'expérimentation menée dans la ville dans le cadre du plan Marseille en grand. C'est un plan qui est censé aider la ville à rattraper son retard alors que le taux de pauvreté dépasse 50% dans certains quartiers. On va parler de ce sujet et je suis ravie d'accueillir Virginie Akliwat qui est secrétaire générale du SNUIP FSU des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Merci d'être avec nous, je suis ravie. Donc je disais effectivement cette rencontre aujourd'hui qui a eu lieu sur le volet éducation justement, il s'agit de donner plus de liberté et d'autonomie aux équipes pédagogiques pour bâtir un système scolaire plus, entre guillemets, juste et inclusif. On le souhaite évidemment tous. Emmanuel Macron a annoncé vouloir généraliser cette idée d'école du futur à tout le territoire d'ici l'automne. J'aimerais déjà vous poser la question assez classique, mais qu'est-ce que vous retenez de cette visite de Pape Ndiaye et Emmanuel Macron? C'est une visite éclair qui sert à faire de jolies images avec du matériel tout neuf et puis on repart. Ils viennent dans une ville, et particulièrement, Monsieur le Ministre, pour qui c'est son premier grand déplacement. Dans une ville, comme vous l'avez dit,
où le taux de pauvreté est très grand, où la crise sanitaire et économique a eu des effets catastrophique sur la jeunesse. Et ils font une visite éclair pour repartir en ayant fait, encore une fois, de la communication pour généraliser une expérimentation qui n'a pas encore commencé. C'est quand même assez fabuleux. Vous disiez que l'expérimentation avait pour but d'éviter les inégalités scolaires et de donner plus à ceux qui ont moins. Bon, là encore, on en est très loin et voire même à l'opposé, puisque l'expérimentation donne beaucoup d'argent à très peu d'écoles, 59 sur la ville qui en compte 470. Et donc, ça ne sert qu'à servir de vitrine à une politique présidentielle qui avait déjà annoncé la généralisation de l'expérimentation dans son programme lors de sa réélection. On est vraiment, vraiment en colère parce qu'on a également organisé un rassemblement ce matin pour porter une parole contradictoire devant l'école qui se trouve à 200 mètres de nos locaux. On a eu une interdiction par un arrêté préfectoral hier soir qui allait même jusqu'à interdire de sortir les drapeaux. On s'est fait parquer au soleil, menacé de verbalisation, alors qu'on est agent de la fonction publique. Alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous me dites, là c'est très important. Je reviens sur cette dernière idée. Attendez, parqué par qui? Par la police? Par les agents locaux? Qui vous a demandé de rester dans un coin, en fait? Ah oui, on était parqués par un cordon de policiers sur un parking en plein soleil, au milieu des scooters. On avait interdiction d'avancer. Et au bout de 20 minutes, on est venu me voir en tant que responsable de la mobilisation pour me dire qu'on allait passer à la verbalisation individuelle. Mais verbalisation, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait si ce n'est d'être là et de protester, mais voilà, sans effet de violence? C'est l'expression de la démocratie dans notre pays. C'est ce que vous ressentez aujourd'hui, en fait, encore ce manque de dialogue? Parce qu'en fait, on l'a vu pendant ces 5 dernières années avec le premier mandat d'Emmanuel Macron et le ministère de Jean-Michel Blanquer. Effectivement, il y a eu un problème de dialogue terrible, déjà, entre les enseignants et tout le personnel de l'éducation nationale et le gouvernement. On espérait que la nomination de Pape Ndiaye et donc ce nouveau mandat allait justement permettre de renouer ce dialogue. Là, en vous écoutant, je suis un peu consternée, j'avoue. Alors, on a été reçu par le cabinet du ministre par la suite, qui a justement insisté sur la volonté de renouer un dialogue social de qualité. On salue cette volonté-là. C'est vrai qu'elle ne s'est pas du tout traduite une demi-heure avant quand on était au rassemblement. C'était des ordres d'un autre ministère, clairement. Le ministère de l'Intérieur? Quel ministère? Nous, on n'attend pas uniquement quand c'est un arrêté de la préfète de police qui a été pris. D'accord. Donc, du coup, non, je suis désolée, mais quand on est agent du service public et qu'on est en plus syndicaliste, donc on défend vraiment l'école pour défendre un projet pour l'école, on a vraiment une mission de service public à laquelle on tient. C'est très difficile à accepter de se faire traiter comme ça par l'État employeur. Vous n'avez pas l'impression qu'on vous écoute et encore pire, vous avez l'impression d'être humilié finalement? L'impression qu'on nous écoute, oui, le conseiller du ministre nous a écoutés aujourd'hui, mais on n'a pas de réponse sur le fond. La réponse sur le fond, elle est intervenue par l'annonce du président de généraliser l'expérimentation, alors que ça fait des mois qu'on lui explique en intersyndical large pourquoi est-ce qu'on y est opposé. Il est en train de créer une école à 2 vitesses qui contractualise des moyens pour donner plus et de manière différente de moyens financiers, humains et salariés également à quelques écoles, alors que les besoins éducatifs sont vraiment partout sur le territoire et que ce qu'on réclame, nous, c'est un investissement massif de la part du PIB dans l'éducation nationale. Alors, on va revenir sur ces idées précises. Vous parliez au tout début de notre échange, vous parliez d'image. Image de quelques secondes. Ça veut dire que quoi? C'est de la politique politicienne et vous avez l'impression que Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation, tout comme le président Emmanuel Macron, en fait, ne sont là que pour donner cette belle image de personnes concernées par l'éducation? Oui, c'est ça. Il est venu aujourd'hui inaugurer un laboratoire de mathématiques qui a pu être acheté, matériel tout neuf, par le budget débloqué pour l'expérimentation marseillaise. Encore une fois, cette expérimentation commencera en septembre, donc il est en effet aujourd'hui venu faire des images qui lui servent d'argumentaire pour justifier la généralisation du dispositif à toute la France. Et cette expérimentation, elle a commencé réellement ou pas? Parce qu'au tout début de l'échange, pareil, vous me disiez qu'elle n'avait pas encore commencé ou j'ai mal entendu?
Bah, écoutez, l'expérimentation portait sur plusieurs volets. Celui de l'aspect donner plus d'argent. Donc l'argent est en effet arrivé, les Oui. commandes ont commencé, mais pas partout. Le laboratoire à mathématiques était à disposition de cette école aujourd'hui. D'autres écoles attendent toujours leur commande. Donc du coup, sur le volet éducatif, ça n'a pas commencé partout. Sur le volet RH, puisque c'était le deuxième aspect de cette expérimentation, les directions d'école recruteront les équipes pédagogiques. Les mutations viennent d'avoir lieu, mais quoi qu'il arrive, les prises de poste ne se feront qu'au 1er septembre. Alors, la prise de poste, on le sait, il y a un manque cruel d'enseignants aujourd'hui, à la fois parce qu'il y a un problème des salaires, tout simplement, des profs. Ça a été une des premières annonces du ministre de l'Éducation nationale de revaloriser le salaire des profs. Est-ce que vous pensez que là, justement, dans l'enveloppe qui est distribuée pour ce projet précisément, hein, on parle de Marseille et de la périphérie de Marseille, est-ce que vraiment cette enveloppe va servir aussi à ça ? Ou est-ce que ça va servir aussi peut-être à seulement financer peut-être quelques contractuels qui vont venir en plus et c'est tout? Alors, en termes de revalorisation salariale, on attend maintenant les annonces de la fonction publique. Sur ce point-là, il nous faut absolument le dégel du point d'indice et le rattrapage salarial du déclassement qu'on a connu sur les 10 dernières années. Donc, on ne tient pas, nous, à ce qu'il y ait une différenciation faite au niveau éducation nationale. Il est par contre nécessaire de revoir la totalité des grilles. Chez nous, ça c'est clair, puisqu'on ne peut pas continuer à recruter des enseignants à Bac+5, puisque c'est ça maintenant la place du concours, à les payer 1,1 SMIC. Ça Bien ne sûr. fait qu'accroître la crise de recrutement, puisque à niveau de diplôme égal, les étudiants ne se tourneront jamais vers un métier qui les rémunère aussi peu. On parlait d'inégalité tout à l'heure, c'était l'objet effectivement de ce plan Marseille en grand, il s'appelle comme ça, c'est comme ça que l'a énoncé Emmanuel Macron. Les inégalités, vous dites qu'elles se creusent de plus en plus, est-ce que réellement ce plan peut fonctionner et à quel titre? Quelles sont vos revendications? Sur le plan éducatif, les inégalités se sont vraiment creusées ces 5 dernières années, donc sous le premier quinquennat du président. Et les statistiques le montrent, les résultats aux évaluations internationales notamment. L'idée du président de donner davantage d'argent aux écoles pour qu'elles puissent mieux fonctionner et avoir plus de matériel, être mieux équipées, nous, s'il veut généraliser ça à toutes les écoles de France, c'est bien ce qu'on lui demande depuis des années, d'investir massivement dans l'éducation. Mais à 59 écoles, ça ne peut qu'accroître les inégalités, puisqu'on a aujourd'hui des groupes scolaires, maternels, élémentaires, qui ne sont séparés que d'une cloison. L'élémentaire fait partie de l'expérimentation et il y a 40 000 € de budget supplémentaire que la maternelle qui est de l'autre côté du mur. Et donc ça, pour nous, en effet, ça ne peut qu'accroître les inégalités. Bien sûr, et surtout on fait quoi avec 40 000 €? Parce qu'à la fois c'est de l'argent et à la fois c'est rien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça apportera quoi? C'est sur quel plan? Alors, en tant qu'ancienne directrice d'école, je peux vous dire que 40 000 €, c'est pas rien pour une école, loin de là. C'est des budgets qu'on ne voit jamais. Donc, ça permet d'investir dans du matériel, dans du mobilier qui permettent justement d'appréhender d'autres méthodes pédagogiques, de pouvoir faire des sciences, faire de l'informatique, tout ça qui est au programme et qu'on ne peut jamais faire correctement dans nos classes faute de matériel adapté. Donc, ça permet des investissements pour mener à bien des projets avec les élèves et tout simplement pouvoir suivre les programmes, c'est pas le cas partout. Alors, je me doute bien effectivement que c'est toujours mieux d'avoir de l'argent en plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que 40 000 €, est-ce que ça va servir, est-ce que ça va permettre de pallier à toutes les inégalités dont vous parlez depuis le début? Puisque on le sait bien qu'effectivement, sur les 500, il y a combien d'écoles autour de Marseille, vous m'avez dit? 400 et quelques? Il y a 470 écoles à Marseille. Voilà, 470 écoles à Marseille. Là, on est sur 59 écoles. Est-ce que réellement cela va suffire pour pouvoir justement recréer une égalité pour tous ces enfants qui aient les mêmes chances de réussite, d'où ils viennent et peu importe leur statut social? Non, et puis en plus, au contraire, ces écoles-là ne sont pas forcément situées dans les milieux les plus paupérisés, puisque c'était la volonté du président, mais qu'il y a eu vraiment une levée de boucliers en REP et en REP+, qui ont signé des appels à boycotter le dispositif. Donc finalement, on se retrouve avec une vingtaine d'écoles parmi les 59 qui ne sont ni en REP ni en REP+, voire même dans des milieux plutôt favorisés.
Donc, on donne là des moyens à des écoles qui ont des coopératives scolaires un peu plus élevées quand même que dans certains autres quartiers de Marseille. Donc, on ne fait qu'accroître encore une fois les inégalités. Nous, ce qu'on réclame vraiment, c'est que toutes les écoles puissent avoir des moyens supplémentaires. C'est ça qui est indispensable. Aujourd'hui, la crise sanitaire a vraiment touché tout le monde. On a un système éducatif qu'il faut reconstruire parce qu'on vient de passer 5 ans à le casser petit à petit en miettes. Donc, mettons vraiment tous les moyens nécessaires dans la formation de la jeunesse. C'est comme ça qu'on forme les futurs citoyens. Et aujourd'hui, ce qui est mis en place ne répond pas du tout à ça. Mais alors, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir quand même une rupture entre le mandat de Blanquer et le mandat de Ndiaye? Est-ce qu'il va y avoir réellement une différenciation? En tout cas, sur la méthode. En tout cas, sur la méthode, en effet, on a eu affaire aujourd'hui à un cabinet plus ouvert, plus à l'écoute que ce qu'on avait l'habitude d'avoir ces 5 dernières années. On peut également s'attendre à ce que cesse enfin le prof bashing et le mépris affiché de la part de notre ministre, auquel nous avions également été confrontés ces 5 dernières années. Mais c'est pas ça qu'attendent les professionnels aujourd'hui. Ce qu'ils attendent, c'est de pouvoir refaire correctement leur métier, de pouvoir retrouver du sens à leur métier, parce que c'est ça qui leur a été enlevé, de pouvoir retrouver de la formation continue, d'avoir une véritable politique éducative de long terme qui se mette en place. Et pour cela, c'est un virage à 180 degrés par rapport aux 5 dernières années qui est attendu. On a là un ministre qui est un ministre du même président et qui l'a montré aujourd'hui, est là pour appliquer le programme éducatif de ce président qui n'est qu'une poursuite des 5 dernières années. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Virginie Akliouat, et de nous avoir parlé de ce qui s'était passé effectivement aujourd'hui, de la rencontre entre Pape Ndiaye et Emmanuel Macron, et puis eh bien vous et les syndicats qui étaient là à Marseille pour l'expérimentation de ce plan Marseille en grand auprès des 59 écoles qui font partie de l'expérimentation. Merci 1000 fois. Ravie, Céline Calvez, de vous accueillir ici dans le Grand JT de l'Éducation. Vous êtes députée de la majorité et candidate pour un 2e mandat aux élections législatives dans la 5e circonscription des Hauts-de-Seine, Clichy et Levallois. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Merci d'être avec nous. Donc on parle du volet, bien entendu, éducation. C'est le Grand JT, c'est la chaîne School TV. On y dédie l'éducation. On parle des écoles laboratoires à Marseille et évidemment de ce plan Marseille en grand et de la visite d'Emmanuel Macron et Pape Ndiaye qui a eu lieu ce matin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette visite déjà? C'est une visite, la première fois que le ministre vient sur le terrain aux côtés du président de la République. Et puis ce que l'on peut retenir, c'est que déjà avaient été lancés ces laboratoires, 59 écoles qui bénéficient d'un investissement de la part de l'État de 2,5 millions. Pourquoi? Pour avoir une liberté et donner l'envie d'essayer, d'expérimenter autrement. Parce que l'on sait très bien que notre école a besoin non seulement de renforts budgétaires, c'est ce qu'on a fait lors du quinquennat précédent, mais on a sans doute aussi besoin d'avoir d'autres méthodes. Et d'autres méthodes, c'est aussi bien sur la manière dont on va organiser le temps des élèves, mais aussi organiser la liberté des enseignants à pouvoir proposer telle ou telle activité selon les opportunités d'un territoire. C'est pas la même chose à Marseille que ce que vous allez pouvoir trouver à Clichy ou Levallois ou ce que vous allez retrouver dans la Creuse. Il y a plein d'opportunités, peut-être qu'un peu plus de liberté, ça permet de les saisir. Pourquoi c'est pas la même chose à Marseille? Je pense que c'est pas la même chose quand vous êtes une ville au bord de la mer et quand vous êtes dans un territoire qui est au bord de la Seine. C'est peut-être pas exactement la même chose. Je pense qu'aussi il y a des caractéristiques socio-économiques qui ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai la chance d'avoir une circonscription qui est dans les Hauts-de-Seine. C'est un territoire assez privilégié. Ça n'empêche pas qu'il y a besoin de prêter attention à des situations parfois de détresse, des situations de pauvreté. Et c'est ce qui justifie et ce qui a justifié l'ouverture des classes en CP et CE1 dédoublées depuis 2017, c'était justement de prendre en compte quels étaient les besoins au plus près du territoire. Et quand on peut le faire auprès d'une population plus pauvre, plus démunie, eh bien on peut aussi se dire qu'il y a d'autres populations qui peuvent saisir, avoir d'autres opportunités, d'autres activités. Pourquoi CP et CE1 d'ailleurs? Parce que je rebondis sur ce que vous dites, mais pourquoi pas CM1, CM2 ou après? Parce qu'on le sait, les savoirs fondamentaux, on en a beaucoup parlé. Le problème effectivement des collégiens qui arrivent au lycée, qui ne savent toujours pas lire et écrire de manière correcte, ou en tout cas comme ils le voudraient. Est-ce que ça s'apprend effectivement au CP, mais pas après? Alors, ça s'apprend et ça peut se conforter après, mais plus on peut apprendre le début de la chaîne, plus on va s'attaquer justement aux inégalités à la racine.
et plus on va pouvoir conforter ces savoirs fondamentaux. On est même allé plus loin à partir de 2019 en disant que dans les zones d'éducation prioritaire dites REP+, on le faisait aussi en grande section. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il peut se jouer beaucoup d'apprentissage déjà. Vous avez des jeunes enfants en grande section qui commencent à maîtriser la lecture, l'écriture. Eh bien, et les nombres, et c'est important, vous avez raison, les savoirs fondamentaux, il y a la lecture, il y a l'écriture, mais il y a aussi le calcul, savoir compter, et puis il y a le savoir se respecter. Et je peux vous dire que dans les classes où on est 12 élèves, on apprend beaucoup plus à faire gaffe à l'autre, parce qu'il y a des dynamiques qui se font, et c'est exactement ce qui se passe dans les CP et CE1. Donc, en fait, ça, c'était une innovation qui a été généralisée à tous les zones d'éducation prioritaire. On peut se dire que ce type de dispositif, qui nécessite certes de l'investissement de la part de l'État et puis aussi une mobilisation des collectivités territoriales, puisque c'est elles qui ont le bâtiment, eh bien, on peut se dire qu'on va pouvoir trouver d'autres façons de le faire et peut-être sur d'autres critères que sur les réseaux d'éducation prioritaire. Alors, parlons justement de cette visite qui a eu lieu donc, à Marseille, ce plan Marseille en grand, ces zones effectivement qui sont en situation de grande pauvreté, on peut le dire très clairement, parce que le taux de pauvreté là-bas dépasse 50% dans certains quartiers, donc dramatique. 59 établissements ont reçu donc une aide financière pour pouvoir avoir plus de liberté, pouvoir développer, comme vous le dites, des projets, notamment dans la culture, dans le sport. Une aide financière, donc vous l'avez dit, de combien pour les 59 établissements ? C'est 2,5 millions, ça fait l'équivalent de 40 000 euros par établissement, ce qui permet de recruter, par exemple, des postes qui vont être différents, c'est-à-dire qui vont pouvoir accompagner cette mise en place d'initiatives. Mais alors recruter, on est dans une situation très grave, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, de professeurs qui ne veulent plus venir travailler en tant qu'enseignants, qui sont dégoûtés de ce métier et avec des salaires qui sont extrêmement bas, que ce soit au démarrage et même après. Donc comment faire pour pouvoir appâter, si je puis dire, de jeunes recrues ou en tout cas des profs qui veulent revenir dans le métier ? Alors je vais dire 2 choses pour rebondir, c'est que oui, on va continuer à améliorer la rémunération des professeurs, comme vous le soulignez. En fait, ce n'est pas fidèle à ce qu'on voudrait donner comme ambition éducative au pays. Donc on a commencé à le faire. À hauteur de combien ? En fait, on a déjà amélioré pour les entrées de carrière. C'était vraiment là où on était. Il faut imaginer que quand vous commencez en professeur des écoles, vous n'êtes pas très loin du SMIC, en fait. Oui. Donc, l'idée, c'était de pouvoir donner des primes, revaloriser. C'est quelques centaines d'euros. Là, non. Alors, en fait, on a vraiment une double acception de ce que doit être la hausse de rémunération. Il y a la poursuite de la hausse pour chacun, donc hausse naturelle. Et puis, il y a la reconnaissance et la rémunération de ce qui est parfois déjà fait par certains professeurs, et beaucoup d'entre eux, pour pouvoir accompagner les élèves, mieux préparer leurs cours, prendre du temps pour rencontrer les parents. C'est très important. Certains le font et parfois se disent qu'ils ne sont pas assez reconnus. Donc, c'est de pouvoir le faire et puis engager aussi des nouvelles missions. Quand on parle des remplacements, on a de l'absentéisme dans les Hauts-de-Seine, c'est assez prégnant aussi. C'est de pouvoir engager ceux qui sont en poste à pouvoir remplacer davantage un collègue. Donc, il y a cette rémunération, on va dire, sans condition. Et puis, il y a une rémunération supplémentaire avec conditions. Mais ce que je veux souligner, c'est que le manque d'attractivité de l'enseignement, ce n'est pas forcément uniquement dû à la façon dont on est rémunéré. C'est aussi dû à la façon dont on se sent libre, pas libre, de pouvoir exercer avec une certaine collégialité, avec une certaine confiance. Et donc ça veut dire que ça change par les méthodes. Et moi, je suis sûre qu'il y a des profils de personnes qui aujourd'hui ne sont pas dans l'enseignement, mais qui vont être attirées par le côté expérimental. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, mais que c'est un peu le haut du gratin ? Parce que là, on parle quand même de gens qui souffrent terriblement, qui sont dans des salaires qui sont extrêmement bas. On l'a vu pendant les 5 années de Jean-Michel Blanquer, dans le premier mandat du président Emmanuel Macron. Et on le voit aujourd'hui, l'école est quand même dans une crise totale. Et chaque jour, on reçoit ici, comme vous le savez, énormément de personnes qui font l'éducation, qui parlent d'éducation, mais qui, comme vous, sont tout à fait, ont cette envie. On a tous, évidemment, que l'école soit meilleure et qu'elle marche. Mais on est là, bien sûr, l'expérimentation dont vous parlez et de se dire à un moment, on peut faire partie de cette mise-là, mais d'abord, il faut pouvoir manger et se loger quand même. Oui, mais c'est les besoins fondamentaux. Mais moi, je pense que l'éducation, c'est un besoin fondamental. Oui. Reprenons ce qui s'est passé ces 2 dernières années avec la crise Covid. On a ouvert l'école. On a réussi à en faire un élément
fondamentale de nos vies. Et ça permettait de combattre quoi, justement ? De combattre la malnutrition des enfants qui étaient un peu laissés, délaissés dans leur famille, qui n'avaient pas forcément des ressources. Là, l'idée de les accueillir à l'école, c'était un cadre, pas seulement pour conforter leurs savoirs fondamentaux, un cadre social, de ne pas se retrouver sur le côté, un cadre qui leur a permis de surveiller leur santé. Donc, certains ne mangent qu'une fois par jour et à l'école, en effet. Oui, c'est pour ça qu'on a mis en place des petits déjeuners à l'école, ou qu'on a facilité pour les collectivités locales la possibilité de faire des repas à 1 € dans les cantines. Donc il y a une approche de justice sociale par l'éducation. En fait, c'est par l'éducation qu'on y arrive. Est-ce que ça peut être partout, ça peut s'établir partout, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que ça peut être partout ? Il ne faut pas que ça soit partout de la même façon. En fait, déjà aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine inégalité. Combien on investit dans on va dire dans les zones REP ? En général, vous avez plutôt des profils de professeurs jeunes et qui sont moins rémunérés. Alors que dans les beaux quartiers, vous allez avoir des professeurs un petit peu plus vieux, voire très vieux, et ça veut dire qu'on investirait moins pour les quartiers populaires. Moi, je pense qu'aussi, il va falloir inciter les professeurs, et ça, moi je suis convaincue que cette idée d'expérimentation peut en tenter, parfois à aller dans ces territoires, pas seulement pour des questions de rémunération, mais parce qu'ils y découvriront quelque chose d'assez fort. Je crois que c'est un film qui s'appelle Les Grands Esprits, où on suggère à un professeur, qui lui-même se porte volontaire pour aller dans un lycée pas du tout conforme avec celui du 6e arrondissement dans lequel il est depuis 20 ans, mais qui se retrouve à regarder la réalité en face de ce qui se passe par exemple à Bobigny. Et en fait, il invente aussi des façons de faire autrement. Ça, il va falloir qu'on ose aussi le faire. Mais vous pensez que quand on est fatigué, harassé, quand on a eu un manque de dialogue terrible avec son ministère, son chef d'établissement, sa communauté, quand on vient de vivre 2 ans de Covid, qu'on n'arrive pas à faire le plein de sa voiture, ni à acheter de l'huile, parce que c'est la situation de la France aujourd'hui, est-ce que vous vous dites, chouette, allez, je vais prendre mon courage de demain, et je vais aller dans un quartier difficile, et je vais aller encore aider. Vous ne pensez pas que tout le monde est un peu fatigué ? Tout le monde est un peu fatigué. Ouais. Mais moi, je reconnais que les professeurs, tous les matins, ils se lèvent. Ah, bien sûr. Tout comme les infirmières, ils ont ce courage, tout comme les agriculteurs, tout comme ceux qui font vivre le pays. Ils ont cette force-là. Ils ont ce courage et ce rendez-vous, cette responsabilité. Mais il faut qu'on fasse leurs conditions. Mais oui, l'État de motiver. Et je vous dis, ce n'est pas uniquement une question de rémunération, parce que même les professeurs nous le disent. C'est pas qu'une question de rémunération, c'est une question aussi de conditions dans lesquelles j'exerce mon métier. Je vous parlais tout à l'heure des CP, CE1 dédoublés. Quand vous rencontrez les professeurs qui ont la chance de pouvoir bénéficier de ces classes à effectif réduit, je peux vous dire que ça correspond à peut-être beaucoup plus que ce que serait une rémunération de quelques centaines d'euros. Évidemment, et on souhaite, je le disais, que ce soit partout le cas. Que ce soit possible partout. Juste, je reviens sur l'expérimentation qui a eu lieu à Marseille et cette idée, car c'était le principe aussi, de donner plus de latitude aux directeurs, aux chefs d'établissement pour pouvoir engager leurs enseignants et faire un peu ce qu'ils ont envie de faire aussi au sein de l'établissement. Est-ce que c'est une bonne chose, premièrement ? En quoi c'est intéressant et est-ce qu'ils y arrivent ? Je pense que c'est intéressant parce que autour de cette liberté, on va pouvoir concevoir un projet d'établissement, un projet d'école, ça existe déjà. Par contre, vous ne choisissez pas forcément tous les contours. Pardon, je vous coupe, mais dans la ligne de l'éducation nationale, on est d'accord, avec les mêmes programmes, avec oui, tout. Oui, bien sûr, vous avez raison de préciser. Oui, objectifs nationaux, solutions locales. Ouais. Objectifs nationaux, c'est bien sûr le programme. C'est bien sûr le fait que les professeurs soient recrutés sur la base d'un concours et bénéficier d'une formation, c'est ça. Mais on peut très bien aussi se dire qu'il y a des solutions locales. Et je vais vous prendre l'exemple du sport. Le sport, quand vous êtes à l'école primaire, vous en avez 3 heures par semaine. Mais bon, parfois c'est fait par le professeur qui lui-même n'est pas forcément à l'aise avec la discipline sportive. Ce qu'on a mis en place dans des milliers d'écoles depuis quelques mois, c'est les 30 minutes d'activité physique et sportive par jour. Et vous pouvez le faire, vous pouvez le confier très bien au professeur des écoles avec sa classe, mais vous pouvez aussi faire intervenir quelqu'un d'une association sportive située à proximité qui va pouvoir être rémunéré pour son intervention. Et ça fait partie de ce que l'éducation nationale donne à l'établissement. Ouais. Et ça va faire un lien avec le territoire. Ça va peut-être aussi susciter des envies chez les élèves parce qu'ils auront vu un intervenant sympa du club de foot d'à côté de se dire
peut-être m'inscrire, j'ai bien envie de continuer. Donc il y a en fait cette ouverture de l'école, le fait d'accueillir des profils différents pour pouvoir générer l'envie, la rencontre autour de ce qu'est le monde de l'éducation qui nous concerne tous. Et c'est bien pour ça que le grand chantier de l'école ouvert par Emmanuel Macron comme celui de la santé, ça ne va pas uniquement concerner les professeurs, les élèves ou leurs parents, mais l'ensemble de la société. Parce que derrière l'école, après, il y a l'intégration dans la vie cétoyenne, il y a l'intégration dans la vie économique. C'est très important d'associer tout le monde. Ce qui fait effectivement l'éducation est partout et touche tout le monde. Céline Caval, on est pris par le temps, je suis désolée. C'est aussi l'enjeu du News et du Grand JT. Mais je vous propose de revenir bientôt pour pouvoir refaire un point justement sur cette expérimentation à Marseille et pour parler justement du sport à l'école, car c'est un vrai sujet. On croit que c'est juste aller se défouler, c'est de la récré, etc. C'est pas du tout ça. Ça représente beaucoup plus. Donc, comme je vous sens investi sur ce sujet-là, si vous êtes d'accord, vous revenez sur le plateau pour pouvoir faire un échange plus concis sur ce sujet. Rendez-vous pris ? Je suis partante. Génial. Merci d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes donc députée de la majorité, candidate pour un deuxième mandat aux élections législatives, qui sont bientôt, il va falloir aller voter, dans la 5e circonscription des Hauts-de-Seine. Merci d'avoir été avec nous. Restez là, car on se retrouve juste après la pub. De retour dans le Grand JT, je suis avec Justine Aude-Kolotkov. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des contenus pour Règles élémentaires, une association qui lutte contre la précarité menstruelle et qui milite pour briser le tabou des règles. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette association-là ? Alors moi, je suis arrivée à la rentrée scolaire dernière, donc en septembre, mais l'association existe depuis 6 ans. D'accord. Et est-ce que ça a été... Parce que pour pouvoir rentrer dans cette association-là, j'imagine que c'est un sujet qui vous touche depuis longtemps, depuis l'adolescence ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que donc moi, mon expérience personnelle a fait que je me suis intéressée au sujet lié à la prévention en vie affective et sexuelle. Et du coup, ça fait plusieurs années que je travaille dans des structures, donc soit en bénévole, soit en salarié, sur ces questions-là, et donc surtout sur la prévention et sur le fait de pouvoir donner des outils aux jeunes sur toutes les questions liées à la puberté, à la sexualité et à la vie relationnelle. Alors là, on parle évidemment de règles élémentaires, donc c'est plutôt axé sur le sujet des règles donc des jeunes filles. Le tabou des règles, c'est encore un peu tabou. Pourquoi briser justement ce tabou aujourd'hui et pourquoi finalement devoir en parler encore et encore ? Alors donc à propos du tabou, déjà là on vient de republier notre baromètre annuel, donc qui est une sorte de sondage qui évalue la perception des Françaises et des Français sur les règles. Et il y a encore une personne sur 2 qui considère que c'est tabou. Donc pourquoi en parler ? Parce qu'en fait ça fait des siècles et des siècles que c'est ainsi et qu'en fait ça a une conséquence directe sur plein de choses. Donc par exemple à l'école, comme on n'en parle pas, et ben ça va faire par exemple que certaines jeunes filles, quand elles ont leurs règles pour la première fois, elles n'osent pas en parler à leurs parents. Donc, par exemple, elles vont se retrouver en situation de précarité menstruelle parce qu'elles n'osent pas en fait en parler. Donc, elles ne vont pas avoir accès à des protections, elles vont se sentir honteuses, elles vont se sentir un petit peu finalement mises à part. Mais c'est le rôle de l'école de le faire ça, c'est pas aux parents de le faire à la base ? Est-ce que l'école ne prend pas le rôle des parents en fait ? Je pense que c'est les deux. Je pense qu'il y a à la fois le rôle des parents, évidemment, de pouvoir parler du sujet. Le problème à l'heure actuelle, c'est que par moments, les parents eux-mêmes sont face au tabou. C'est-à-dire qu'en fait, ils et elles n'ont pas forcément les outils en fait, pour bien en parler. Il y a plein de parents qui ne savent pas concrètement ce que c'est que les règles. Et par ailleurs, c'est aussi le rôle de l'école, au sens où l'école publique est aussi là pour venir amener une information de même niveau à tout le monde. Alors, quand vous dites qu'il y a plein de parents qui ne savent pas, enfin, il y a plein, les mamans, a priori, savent à peu près toutes, mais vous pensez qu'elles-mêmes rentrent dans un tabou, en fait, par rapport à ça ? Oui, tout à fait. Il y a des parents qui ne savent pas comment aborder le sujet parce qu'elles vont avoir peur, par exemple, que leur expérience à elles soit anecdotique. Donc, peut-être qu'on a été le week-end dernier en interview avec une chercheuse et une maman
qui, elle, en fait, a une fille qui a eu des règles de façon anticipée, qui a eu une puberté précoce. Par exemple, il y a plein de parents qui n'ont aucune information sur le sujet et qui peuvent être assez décontenancés quand, si leurs enfants ont leurs règles assez tôt et qui ne savent pas trop quoi faire, qui sont un peu paniqués. Donc c'est plutôt sur ces cas-là où il n'y a pas forcément d'informations. Quand vous dites que vous intervenez dans les écoles, justement, enfin dans les collèges, j'imagine, puisque c'est l'âge auquel ça intervient le plus souvent. L'âge moyen, c'est quoi? C'est 12 ans à peu près? 12 ans et demi, oui. 12 ans et demi, voilà. Donc, c'est au collège. Quand vous intervenez, vous faites partie, effectivement, de ces... je ne sais pas comment on appelle ça, des ateliers, ou en tout cas des cours sur l'éducation sexuelle, sur la prévention. Ça s'appelle comment? Dans quel cadre vous pouvez parler, justement, du problème des règles? Alors, donc, il y a effectivement, normalement, plusieurs séances annuelles autour de la vie affective et sexuelle. Oui. Donc, on intervient là-dessus et on intervient aussi en complément des informations que les personnels scolaires sont censés donner. Donc, par exemple, en Île-de-France, depuis l'année dernière, il y a une expérimentation qui a été mise en place qui est, dans certains collèges et certains lycées, l'installation de distributeurs de protection périodique. Nous, on vient en fait accompagner ces distributeurs et dire, les distributeurs, c'est aussi l'occasion de parler des règles et de parler des protections les plus adaptées, de combien de temps il faut les porter, etc. Donc, est-ce qu'il y a aussi des distributeurs de préservatifs? Dans certains établissements, oui, dans d'autres, non. Ça dépend vraiment. Mais en revanche, de protection périodique, oui, c'est partout. Non, c'est pas encore partout. Pour partout. L'instant, c'est un stade expérimental. Donc, ça a été mis en place dans certains lycées et dans assez peu de collèges finalement, mais quelques-uns. Vous évoquiez un sondage tout à l'heure. Je suis tombé, moi, sur un sondage il y a quelques jours. C'est probablement le même, qui expliquait qu'en 2022 encore, il y a des jeunes filles qui sont stigmatisées à l'école à cause des règles. Oui, tout à fait. Il y a une personne sur 3 qui a déjà subi des moqueries par rapport à ces règles, en moyenne, ou une personne sur 2 qui connaît quelqu'un qui a déjà subi des moqueries. Donc ça peut aller de la réflexion plus ou moins anodine à vraiment des humiliations qui peuvent être collectives. Donc oui, il y a encore du travail à faire là-dessus aussi. Mais c'est compliqué d'en parler justement en classe, parce qu'on se retrouve face à une classe d'une trentaine d'enfants. Les filles ne vont pas avoir envie de lever la main pour poser des questions. Comment vous faites pour intéresser à la fois les filles, qu'elles n'aient pas honte, que ça ne crée pas de tension après, pendant la récréation, et que les garçons ne se sentent pas aussi dans une sorte pendant une heure, dans une sorte d'atelier ou de cours qui ne servirait à rien, dans lequel ils ne se sentent pas investis? Ouais, c'est l'enjeu de ces ateliers-là qui sont en mixité, donc au collège, au lycée, et puis même chez les plus petits. En fait, nous, on aborde d'abord la question par le tabou. On essaye de les intéresser et de les interroger sur, par exemple, pourquoi jusqu'en 2018, dans les publicités, le sang des règles était bleu. Donc on part d'abord de ça avec eux, d'essayer de déconstruire les mythologies qu'il y a autour des règles, et après, ça nous permet en fait aussi de capter leur attention et de redéfinir les règles avec eux. Et en général, je dois dire que ça prend très bien, y compris chez les garçons. Alors bien sûr, il y a toujours des élèves qui sont un petit peu réticents, qui sont un peu gênés. Parfois, il y a certaines filles qui n'osent pas prendre la parole. Mais en fait, nous, ce qu'on met en place pour ça, c'est qu'à la fin des séances, on propose des questions anonymes. Donc comme ça, tout le monde peut écrire une question. Et nous, on va y répondre sans lire la question, mais vraiment comme ça, au détour d'une phrase, pour faire en sorte que toutes les questions puissent être entendues et répondues. Mais est-ce que vous liez la situation, le sujet des règles, aussi à l'éducation affective et sexuelle? Oui, on essaye le plus possible, notamment sur tout ce qui est enjeu d'égalité. On essaye de montrer que, il y a un certain nombre de filles, par exemple, qui ne vont pas à l'école tous les mois. Donc elles n'ont pas le même accès en fait à la scolarité, où elles ont plus de chances de déscolarisation que les garçons à cause de leurs règles, parce que c'est pas pris en charge. Donc ça, on essaye de montrer qu'il y a un enjeu d'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge à travers cette question-là, et que c'est aussi en parlant en mixité qu'on peut aller vers plus d'égalité et plus de vivre ensemble. Quand vous dites que c'est pas pris en charge, vous militez pour que justement l'école reconnaisse ça et reconnaisse les douleurs liées aux règles et donc au fait que les filles puissent manquer l'école 1 jour, 2 jours, 3 jours? Alors idéalement, il faudrait qu'il y ait plus un accompagnement, que en tout cas. Ça veut dire quoi un accompagnement à l'école? Parce que à part donner des médicaments, c'est quoi? Ouais, ça veut dire, en fait, c'est à un niveau plus global. C'est qu'aujourd'hui, sur tout ce qui est douleur, il n'y a pas vraiment de traitement à part prendre des antidouleurs qui ne marchent pas pour tout le monde. Donc ça veut dire développer la recherche, ça veut dire faire en sorte, par exemple, qu'il y ait des personnels médicaux pendant toute la semaine dans les écoles, là où parfois il y a des infirmières qu'une fois par semaine. Et ça veut dire aussi parler du sujet pour qu'elles osent dire j'ai mal.
parce qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des élèves pensent que c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Donc c'est aussi en parler pour dire, bah non, si on prend un anti-inflammatoire et qu'on a toujours mal, ça veut dire qu'il faut aller voir un médecin ou une infirmière, une sage-femme. Et c'est là où intervient l'exercice de limite corporelle que vous faites en classe. Vous pouvez nous raconter ce que c'est ? Alors, le travail autour des limites corporelles, ça, c'est un exercice qu'on va développer donc, à partir de l'année prochaine sur des nouveaux territoires avec des plus petits, donc en CM1, CM2. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir parler des règles, appréhender les règles dès le cours moyen, parce que souvent, on constate qu'il n'y a pas d'éducation autour du corps à cette période-là. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de travailler sur l'autonomie corporelle, de faire en sorte que les enfants soient capables, elles-mêmes et eux-mêmes, d'identifier les sensations dans leur corps et d'en rendre compte, sans qu'il y ait un adulte, par exemple, qui dise « Ah bah, tu dois faire ça » ou « Tu ressens ça ». L'idée, c'est vraiment de se dire, par exemple, « Bon bah, moi, j'identifie que j'aime pas qu'on me touche les cheveux, je vais réussir à le verbaliser aux autres et à le dire aux autres. » D'accord, c'est la notion de son propre corps, finalement, qu'on prend en compte et de savoir, et la place que l'on a par rapport à l'autre, finalement, dans la classe, par rapport à ses copains Exactement. et ses copines. D'accord. Et l'association Règles élémentaires a lancé son premier festival, Sans gêne, sans S-A-N-G, gêne, G-E, accent grave, N-E, qui consiste à déconstruire les tabous. Donc, vous pouvez me raconter ce que c'est que le festival ? Oui, alors le festival avait lieu la semaine dernière. Et donc le vendredi soir, on a projeté des courts-métrages sur les règles. Donc des courts-métrages réalisés par des femmes à la fois de fiction, d'animation, des documentaires. Aucun homme n'a voulu en réaliser ? Comment ? Aucun homme n'a voulu en réaliser un ? Alors, je pense qu'il y en a, mais nous, dans ceux qu'on a sélectionnés, il s'avérait qu'au final, c'était des courts-métrages réalisés par des femmes. Après, je suis sûre qu'il y a des hommes qui ont fait des films dessus aussi. Et donc, c'est une sélection de courts-métrages qui permet d'appréhender et les règles dans leur aspect symbolique et aussi la précarité menstruelle. Et puis, il y en a pas mal aussi qui prennent une approche assez humoristique pour dénoncer les tabous et les représentations liées aux règles. Donc c'était vraiment très intéressant, on a eu plein de retours positifs. Et le samedi et le dimanche, on a organisé plusieurs discussions sur des sujets comme les règles dans l'histoire, la parentalité et les règles et l'écologie. Enfin voilà, on essaye vraiment d'aborder tous les sujets qui ne sont pas assez abordés aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Justine Okolotkov, pour nous parler justement de règles élémentaires et de l'association que vous défendez, qui lutte contre la précarité menstruelle et qui milite pour briser le tabou justement sur les règles. Merci d'avoir été là. Merci. Tout de suite, c'est à vous, Mickaël Dorian, c'est à vous de jouer, je crois. Allez, c'est parti. Allez. Mickaël, vous nous emmenez dans un village que j'aime beaucoup qui s'appelle Anglette, où je salue tous mes copains qui sont là-bas d'ailleurs. Village dans les Pyrénées-Atlantiques où le film Top Gun 2 a été projeté en avant-première devant un groupe d'adolescents passionnés d'aéronautique. Oui, c'est qu'il en a fait rêver des jeunes. Moi, le premier, le lieutenant Pete Mitchell, plus connu par son indicatif Maverick, le héros interprété par Tom Cruise. Alors, je sais ce que vous allez me dire, que je suis plus vraiment ce qu'on peut appeler un jeune. C'est pas gentil, mais c'est vrai. Tiens, vous lisez à ce point dans mes pensées. Franchement, je pensais plus à Tom Cruise qu'à vous, j'avoue. C'est vrai. Bon, voilà. J'avoue. Oui, je comprends. Mais moi, je parlais bien sûr du premier volet de Top Gun sorti en 1986. J'avais 1 an, un film que la bande d'ados réunis la semaine dernière au Mont Ciné d'Anglette, non en revanche pas connu à l'époque, et pour cause, il n'était pas né. Alors, que s'est-il passé durant cette avant-première ? Racontez-moi, ils n'ont tout de même pas eu la visite de Tom Cruise, il n'est pas venu les voir. Non, mais presque. C'est vrai ? Presque, ils ont eu la chance de rencontrer un pilote de chasse, un vrai, en chair et en os. Il s'agit du capitaine Cisco de la base aérienne de Mont-de-Marsan. Il est originaire de Bayonne, à son actif 3000 heures de vol, dont 1900 à bord du Rafale et 600 à bord du Mirage 2000. Ça fait un sacré CV. L'occasion donc pour ce pilote de l'aéronaval de parler de son métier et de peut-être susciter de futures vocations parmi ces jeunes passionnés, surtout qu'à l'origine de sa passion, eh bien, il y a justement le film de Tony Scott. Je crois que moi aussi, j'aurais voulu être pilote si j'avais vu, franchement. Alors, Tony Scott, justement, qui avait réalisé le premier Top Gun, qu'en est-il donc de cette suite qui est sortie la semaine dernière ? Eh bien, c'est simple. La chronique s'appelle Quoi de neuf sur les réseaux. Virginie, en ce moment, on ne parle que de ce film sur les réseaux sociaux. Alors, la visite de Tom Cruise à Cannes et l'hommage que lui a rendu la patrouille de France y sont certainement pour quelque chose, mais les critiques sont unanimes. Alors, avant de vous les détailler, je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce de Top Gun Maverick, qui est actuellement au cinéma, et on en parle après. Le pitch. Vous voulez le pitch ? Ah oui. Vous le voulez le pitch ? Oui. Alors après plus de 30 ans de service en tant que l'un des meilleurs aviateurs de la marine, Pete Mitchell Maverick est à sa place.
repoussant les limites en tant que pilote d'essai courageux et esquivant l'avancement de grade qui le mettrait à terre. Entraînant de jeunes diplômés pour une mission spéciale, Maverick doit affronter les fantômes de son passé et ses peurs les plus profondes, aboutissant à une mission qui exige le sacrifice ultime de ceux qui choisissent de la piloter. Vous avez aimé le pitch ? Ah, j'ai adoré, j'ai envie d'y aller, franchement. Bon, je dois quand même vous dire que j'ai adoré le premier et que l'annonce de la sortie du 2, moi je me suis méfié. En général, c'est jamais très bon, les suites d'un film ou d'une saga 30 ans après. Ça a souvent un côté, on essaie de faire du neuf avec du vieux. Les Bronzés 2, c'était bien, mais c'est vrai que le 3, c'était moins bien. Voilà. Beaucoup moins bien, vous voulez dire. C'est vrai. Sauf que là, c'est réussi, figurez-vous. Bon, après, vous me direz qu'entre les Bronzés et Top Gun, il y a quand même quelques kilomètres et quelques... voilà. Je vous disais que les critiques étaient unanimes, sensationnel, magistral, du grand Maverick. Pour le Time Magazine, ce film est même bien meilleur que son prédécesseur. Je suis pas complètement d'accord, mais je dirais que les deux se valent, ce qui est déjà énorme. Pour CNN, d'une façon ou d'une autre, Top Gun 2 parvient à recycler la formule avec une classe de nouveaux pilotes extrêmement bien choisis et donne l'impression de modernité en se rapprochant des vertus démodées de ces films des années 80. Bon alors si c'est si bien, est-ce que le succès est au rendez-vous ? C'est le moins qu'on puisse dire. Top Gun Maverick est en train de battre tous les records au box-office. Il cumule déjà plus de 260 millions de dollars de recettes dans le monde. En France, Top Gun 2 réalise également un très beau démarrage. Le deuxième, selon les spécialistes, l'acteur pourrait toucher environ 50 millions de dollars si le film continue sur sa lancée. C'est vous que ça fait rêver ce salaire-là, en fait. Nous, on pense au métier, nous. On pense au pilote. Moi, je pense qu'au pognon aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, je pense à son chirurgien esthétique. Vous pouvez prendre le... Parce que franchement, il n'a pas vieilli. On dirait qu'il a à peine 30 ans. Il n'a pas changé. Il est incroyable. Il a le sourire aussi qui est resté un petit peu figé. Mais ouais, mais c'est pas grave, on le pardonne. Moi, je veux bien qu'il sourie comme ça tout le temps. Franchement, c'est quand même extraordinaire. Bon, écoutez, merci beaucoup. Ça donne très envie d'aller le voir, en tout cas. Merci, Mickaël. C'est l'heure de retrouver Malika Ménard pour Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invité est l'humoriste Guillaume Batz. Donc là, tu as le bac et là, tu viens à Paris. Tu montes à la capitale. Je reste un an à pas trop savoir quoi faire. Enfin, pas comment un peu à végéter. Et là, en 2008, un an après mon bac, que j'aurais dû avoir en 2005, que tu as eu, toi, certainement en 2005. Ouais. Et oui, moi, j'ai redoublé 2 fois. Ah oui, quelle classe? Alors, j'ai redoublé ma seconde pour un redoublement classique. D'accord. Normal, parce que j'avais pas de... Et ma première, parce que je suis pas pour des raisons de santé. C'est l'année où je me suis fait opérer du dos et je me suis rentré le 13 septembre et je suis rentré le 25 avril. Ah oui. Donc, sur une année de première où tu as 1000 textes à apprendre, c'est chaud. Et du coup, donc voilà, et j'ai eu mon bac en 2007 et je suis monté à Paris en 2008. Et j'en ai profité parce que mon meilleur pote poursuivait ses études à Paris. Et donc, c'était beaucoup mieux de venir à Paris à deux que tout seul, quoi. C'est moins... Et là, tu t'inscris à la fac? Et je m'inscris à la fac, pas par amour, comme tu as bien compris maintenant, ouais. pas par amour des études, mais parce qu'il faut faire un peu... Quelle fac? Fac de quoi? Fac de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, UFR, études théâtrales. Ah oui, donc on reste toujours... Ouais, on reste un peu. J'avais cette phrase très prétentieuse où je disais... Moi, je ne veux pas apprendre l'histoire du théâtre, je veux faire l'histoire du théâtre. Allez, bim. Allez. Et c'est en train de se jouer maintenant. Peut-être, grâce à toi, Malika. J'ai rien à voir là-dedans. Merci, mais... Tu vas me donner une expansion médiatique incroyable. Oui, bien sûr. Je crois que c'est déjà fait. Il y a une rencontre qui a changé ta vie. C'est Jérémy Ferrari. C'est à quel moment, ça? Tu m'excuses, hein, si je mets du temps à répondre, Malika, si je me Il veut la placer depuis tout à l'heure. Non, mais Malika... Vas-y. Ah, mais du coup, c'est faux, parce que t'as changé de posture, en plus. Voilà. Oh, le truc totalement... Ouais, je vais faire une réplique que je vais préparer avec Malika tout à l'heure. Si je mets un peu de temps à répondre, Malika, c'est parce que je me perds dans tes yeux. Voilà. Allez dans la boîte. Donc je disais, il y a une rencontre qui a changé ta vie, c'est Jérémy Ferrari. Jérémy a pas mal changé ma vie. Quelle année? Bon, alors, c'est marrant parce qu'avant d'être mon producteur, on s'est rencontrés en 2012. Moi, je venais... l'émission de Monde K-Horaire, c'est avec Laurent Ruquier. J'avais été invité par 2 copains à participer à leur sketch. Laurent Ruquier me dit... Bon, Guillaume, maintenant on vous a vu, il faut vous lancer. Et j'ai demandé à Jérémy de travailler avec moi. Et au début, il m'a dit non, parce que moi aussi, je veux écrire ton spectacle aussi. Si j'écris pour la télé avec toi, j'écris aussi pour le spectacle. Je dis, mec, je te demande juste la télé. Et finalement, on a fait le sketch L'adoption pour les nuls qui a cartonné. Ouais.
que tu as peut-être vu. Oui. Et là, je me suis dit, ouais, franchement, on va travailler ensemble. Et on a écrit ce spectacle qui s'appelait pas Hors Cadre au début, mais qui était l'ossature d'Hors Cadre. Et c'est que 3-4 ans après, parce que j'ai eu un autre producteur avant, et je me suis séparé de lui. C'est après que Jérémy m'a produit avec Eric Antoine. Mais notre histoire d'amitié vraiment et de collaboration artistique part de 2012. Quoi. Et désormais, du coup, la scène, c'est ta vie. Mais avec ta maladie, c'est pas trop éprouvant? Bah, disons que je ne ferais pas le spectacle que fait Jérémy, quoi, en termes d'intensité physique. Mais c'est un rythme à prendre. Hein. Je ne veux pas te dire que quand je sors de scène, j'ai pas mal au dos, mais comment tu récupères? Mais des étirements, tu sais, moi, de mes douleurs de dos, ça passe pas avec un Doliprane, quoi, tu vois, donc ça soulage, mais il faut être manipulé. Ouais, je vais chez le kiné 2 fois par semaine, mais c'est même pas de la rééducation, c'est de l'entretien, quoi. C'est comme si tu mets un peu d'huile dans la machine, quoi. C'est pour éviter que ça cuine quand tu fermes la porte. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Guillaume Batz pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, c'est le meilleur de School TV maintenant avec le Zap. L'importance du design dans cette lutte anti-gaspi, le fait de se dire on a beaucoup parlé de l'importance du design dans la tech et dans l'innovation, mais se dire que la lutte devient belle parce que l'objet dont on va s'emparer pour pouvoir lutter contre ce gaspillage est beau. C'est beaucoup plus simple finalement en partant de cette idée-là de faire passer des call to action. Alors oui, ce serait beaucoup plus simple. Dans les faits, malheureusement, c'est pas toujours possible. Nous, on l'a vu très bien. Il a fallu faire preuve de beaucoup de pédagogie pour faire comprendre qu'un fruit moche, par exemple, un légume un peu abîmé, est lui aussi beau. Donc il y a peut-être une surreprésentation d'une certaine esthétique aujourd'hui dans la mentalité des consommateurs, en tout cas dans la vision des consommateurs des biens. Et il faut rééduquer le consommateur à voir le beau un peu partout. Une fraise qui est un petit peu abîmée, on enlève la partie abîmée, elle est toujours consommable. Une carotte hors calibre, elle est tout à fait aussi bonne, pourquoi pas meilleure qu'une carotte qui est trop calibrée. Voilà, il y a un enjeu d'esthétique, mais il y a aussi un enjeu de perception de l'esthétique. Et pour revenir sur le packaging, il y a aussi une responsabilité des marques et un enjeu d'éducation à travers le packaging. Nous, on a fait aussi, en parallèle de Mon École Anti-Gaspi, on a aussi un projet qui s'appelle le Pacte sur date de consommation. Et c'est une coalition d'acteurs qui se sont réunis avec nous pour sensibiliser et faire mieux comprendre les dates de consommation. Aujourd'hui, il y a 2 dates en France, à consommer de préférence avant le ou à consommer jusqu'au. C'est 2 petits mots qui changent et qui pourtant ont une conséquence énorme puisque c'est 20% du gaspillage chez le consommateur. Donc avec certaines marques, on s'est réunis et on a notamment mis en place des pictogrammes à apposer sur le packaging. Ce sont des pictogrammes qui sont observés, sentés, goûtés pour inviter le consommateur à se refier à ses sens. Et aujourd'hui, on a des marques comme Nestlé, Bell, Danone qui nous accompagnent et qui ont mis ces pictogrammes sur leurs produits, sur un paquet de mousseline par exemple, ou sur la vache qui rit, vous allez retrouver ces pictogrammes avec un petit texte explicatif pour sensibiliser le consommateur et l'éduquer à ces dates. Donc il y a aussi un enjeu d'éducation à travers le packaging qui est un support finalement sur lequel on peut éduquer. Irina, donc bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Alors, parlez-nous du Pass Orientation. Alors, mon Pass Orientation, c'est un livre, un carnet de suivi et d'orientation disponible aux éditions Hachette Éducation et plusieurs auteurs comme Isabelle Andrieux, Véronique Carré ou encore Linda Guillaume, notre invitée aujourd'hui, proposent différents ateliers pour les élèves. Alors, il existe mon Pass Orientation destiné aux secondes, premières et terminales de lycée général et technologique. C'est un cahier sur 3 ans que l'on peut démarrer à tout moment. Et dans ce carnet, qui est également disponible en version numérique, vous l'avez dit Mathilde, eh bien, les élèves vont pouvoir apprendre à se connaître, à choisir sa voie au lycée, découvrir le monde professionnel, explorer les formations post-bac. Et il y a également plusieurs outils qui vont permettre à l'élève d'anticiper et de préparer son orientation, mais aussi Parcoursup et le grand oral. Et depuis le 7 avril, il n'y a pas très longtemps, mon Pass Orientation dédié aux collégiens est disponible maintenant. Et oui, parce qu'il est important de se questionner par rapport à son orientation dès le plus jeune âge. Et dans ce carnet, les collégiens pourront retrouver
13 ateliers innovants pour les aider à découvrir leurs forces et leurs qualités, à comprendre le monde professionnel, mais aussi les métiers de demain, à avoir une vision à 360 degrés des possibilités d'orientation au lycée, à préparer et bien vivre son stage de 3e. Et dans la version numérique, il y a plusieurs vidéos immersives dans les entreprises locales qui sont disponibles pour accompagner les élèves dans leur réflexion. Donc c'est un carnet pour les élèves, mais également pour les enseignants. C'est ça le plus. Exactement. Chaque carnet est également conçu pour les professeurs et les documentalistes. Les enseignants ont accès à plusieurs ressources comme des vidéos pour aider les élèves. Ils peuvent même les diffuser en classe. Et ils ont également des liens vers plusieurs sites, des fiches questionnaires et également différents ateliers. Mon pass orientation est-il également décliné pour la voie professionnelle, Irina ? Oui, ça s'appelle Mon Pass Pro. Il s'agit d'un carnet de suivi des 3 années du Pack Pro. C'est un carnet individuel à renseigner de façon collective, c'est-à-dire par l'élève, mais aussi par les professeurs. Il permet à chaque enseignant de suivre individuellement chaque lycéen dans son orientation professionnelle. Allez, Irina, on va parler du prix maintenant. Et oui, c'est important. Pour Mon Pass Orientation Collège, la version papier coûte 8,90 € et pour la version numérique, le carnet est à moins 50%. Pour les enseignants, il coûte à 6 €. Pour Mon Pass Orientation Lycée, la version papier pour les élèves coûte 9,40 €, un petit peu plus cher, mais ça reste raisonnable. Et pour Mon Pass Pro, il faudra également dépenser 9,40 €. Jonas Parienté, shalom, salut. Salut. L'histoire commence en novembre 2018, quand 2 militants d'SOS Racisme lancent donc ce projet. C'est une génération, c'est montré au tout début du film, les images sont assez saisissantes, qui est marquée par les attentats, par les crimes antisémites. Crimes antisémites, crimes racistes, c'est la montée de l'extrême droite aussi, une radicalisation de part et d'autre de la société. Et donc effectivement, ce groupe de jeunes qui décident de tordre le cou à cette lame de fond dans la société, en montrant que la fraternité existe entre juifs et arabes et en cherchant à s'adresser à d'autres jeunes. Produire le moins de déchets possible, c'est ce que vous faites, Pierre Pallier, avec Notre Plat, parce que l'idée, c'est évidemment de se lancer dans la lutte contre la pollution plastique. Un monde sans plastique, c'est possible. Et vous le prouvez avec Notre Plan, encore une fois. Ce sont des emballages faits à partir d'algues, oui, mais une algue comestible. Oui, alors en fait, on utilise les algues comme alternative au plastique, parce qu'en fait, les algues, elles ont un rôle super important à jouer pour l'industrie du packaging. Certaines des algues qu'on utilise, elles poussent de près de 1 mètre par jour. Donc c'est une des ressources les plus rapides et renouvelables qu'on ait sur Terre. Donc on devrait vraiment utiliser plus de ça que de pétrole. Et en plus de ça, toutes les algues sont comestibles. Et du coup, nous, on utilise vraiment le fait que nos produits en fin de vie puissent potentiellement être mangés comme fin de vie qui est hyper simple et rapide. Et en fait, si on peut le manger, ça montre à quel point notre packaging il est naturel. Et du coup, s'il n'est pas mangé et qu'il est malheureusement jeté dans la nature au mauvais endroit, la nature aura aucun problème à du coup réutiliser ces matériaux et ces nutriments pour la prochaine algue ou la prochaine plante en se biodégradant sans besoin d'avoir un compost industriel ou une activité humaine. Donc le but, c'est vraiment de créer du packaging qui soit plus à l'image des pots, des fruits et des légumes plutôt qu'un matériau industriel synthétique. Dans Mon Pass Orientation Collège, le premier volet, c'est consacré à apprendre à bien se connaître. C'est la première étape dans l'orientation ? Pour moi, c'est la première étape et en même temps, elle s'articule au fil de l'eau avec le reste. Parce que c'est vrai qu'au collège, ils ne connaissent pas bien l'entreprise et ils ne connaissent pas bien les filières. Et donc, il faut aussi qu'ils apprennent à découvrir tout ça. Mais ça part de leurs aspirations pour commencer à aller chercher à l'extérieur, ouvrir le champ des possibles et puis faire des allers-retours en permanence. C'est un peu ce qu'on a voulu faire, c'est articuler l'ensemble en permanence. Parce que c'est en articulant l'ensemble qu'ils vont se poser les bonnes questions et qu'ils vont affiner leur projet. Et pour nous, ça va au-delà de l'orientation, c'est vraiment qu'ils apprennent à s'orienter puisque c'est une compétence qui est attendue dans la vie future. Vous parliez du collège, effectivement. Est-ce que ce n'est pas une forme de pression aussi que l'on met aux enfants à partir de la 4e, donc ils ont 13 ans, c'est quand même assez jeune, sur l'orientation, il faut absolument trouver sa voie. Ça, je sais que c'est quelque chose qui est très présent chez les enfants, chez les adolescents. Est-ce qu'on n'a pas peur d'un retour de bâton qui peut faire l'effet inverse ? En fait, oui, c'est une pression actuellement parce que justement, on ne maîtrise pas le sujet.
mais justement, si on leur donne les clés pour qu'ils maîtrisent eux-mêmes un peu plus ce sujet, ils seront plus à même de choisir leur voie. Et en plus de ça, la voie professionnelle est très mal vue alors qu'elle offre des possibilités énormes. Et on l'a vu dans l'ouvrage, on a mis des exemples de parcours qui arrivaient au même résultat, mais en passant par des voies différentes. Oui, complètement. Je trouve qu'il faut arrêter de faire en sorte que l'orientation soit subie. Il faut vraiment les rendre acteurs, et pour ce, il faut commencer tôt, au collège, où ils ne sont pas du tout encore là-dedans. N'oublions pas, les jeunes arrivent au collège, ils sortent tout juste de leur maître préféré ou leur maîtresse préférée, l'école. Tout à coup, ils ont tous ces profs devant eux, ils doivent déjà s'adapter. On leur demande on les surcharge, ils ont beaucoup de travail. Autonomie aussi. On leur demande l'autonomie, on leur demande de découvrir la prise de notes, c'est beaucoup de choses. Alors, en plus, quand on les inquiète sur l'orientation, donc c'est pas... L'orientation, vraiment, il ne s'agit pas de choisir un métier, mais effectivement, comme vous le dites et comme on le fait en accompagnant, c'est ils se connaître eux-mêmes. Donc, ils apprennent à connaître leurs qualités, à demander à leurs parents aussi quelles qualités leur trouvent, à leurs copains, qu'ils réfléchissent sur les activités extrascolaires qu'ils ont, sur tout ce qui se passe. Donc, je trouve que ces guides sont très bien. Je voulais questionner sur donc ces guides, ces passes. Un jeune peut se les procurer tout seul, son parent, je pense, ou c'est uniquement dans le cadre scolaire? Alors, ils ont été faits dans l'idée d'accompagner les enseignants avec leurs élèves. Maintenant, il y a une version du Pass Orientation qui est « Je réussis mon orientation au lycée général et technologique ». Donc ça, c'est la version grand public. D'accord. Donc oui, ils peuvent toujours se l'emparer par eux-mêmes. L'antisémitisme et le racisme, qui sont deux notions que l'on aborde dès l'école primaire avec les élèves, sans qu'il y ait forcément un cours à proprement parler. Exactement, les professeurs sont censés quand même les aborder tout au long du parcours scolaire des élèves, même s'il n'y a pas de cours exactement à proprement parler. Et donc c'est abordé que ce soit en histoire, bien sûr, que ce soit en éducation morale et civique ou encore en cours de français. Avec évidemment l'histoire, vous venez de le citer, qui est quand même la première matière réceptacle de cet enseignement. Voilà, c'est le plus évident, c'est le cours sur la Seconde Guerre mondiale, avec le cours sur la Shoah, l'extermination des Juifs, les camps de concentration, on voit ça en 3e et en terminale. L'antisémitisme, on en parle même avant la Seconde Guerre mondiale, puisque les élèves étudient l'affaire Dreyfus dans le cours sur la Troisième République, et ça, c'est dès la 4e. Antisémitisme et le racisme également, qui est abordé de manière très frontale. Bien sûr, en cours d'anglais, par exemple, en 4e et en 3e, on entend parler de ségrégation aux États-Unis. On évoque bien sûr Martin Luther King. On étudie son très célèbre discours prononcé en 63, « I have a dream », je fais un rêve, sorte de point d'orgue du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Pareil pour Rosa Parks, autre figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale. Mais en réalité, dans les programmes, la tolérance et l'antiracisme sont des notions qu'on aborde en fait dès la maternelle. Est-ce que vous connaissez Petit jaune et Petit bleu? Oui, c'est un merveilleux livre pour enfants de mémoire de... J'ai oublié le nom. Léo Lionni. Exactement, et en 59. C'est hyper tendre. C'est ça, c'est petit rond jaune et petit rond bleu. Absolument. Ensemble, ils font petit rond vert. C'est un très joli message. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. On se retrouve demain. À demain. Et on se retrouve demain. Vous étiez bien sur les deux dernières, mais ça ne vous dérange pas que j'ai repris mais on se rééchangera la place. Avec plaisir, on fait du switch. SchoolTV.com pour nous retrouver. Canal 247 sur les Freebox. Facebook, LinkedIn, Instagram, on fait tout. Tous les réseaux, on est partout. Ciao.